Bonjour et bienvenue dans Esprit d'entreprise, l'émission des grands entretiens économiques du Figaro TV, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Bonjour Olivia. Bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Antoine de Saint-Affrique. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Danone. Je ne sais pas si j'ai besoin de présenter Danone, puisque 93% des Français ont un de vos produits dans leur frigo. Enfin, néanmoins, vous êtes un champion des produits laitiers et maintenant aussi d'origine végétale, avec des marques très connues comme Actimel, comme Danone, bien sûr, Danette. Vous avez également des eaux tout aussi connues, Evian, Volvic, Badois, et puis vous êtes dans la nutrition spécialisée, notamment pour les bébés, mais pas seulement. Et vous résumez tout ça en vous présentant comme un leader de l'alimentation par la santé. Vous faites à peu près 28 milliards d'euros de chiffre d'affaires et vous êtes présent dans 120 pays. Alors, on va évidemment parler de la stratégie de Danone, puisque ça fait maintenant 4 ans que vous êtes à la tête de cette entreprise dans un marché agroalimentaire qui est en plein bouleversement. Vous allez nous éclairer sur l'état de la consommation, sur comment concilier la rémunération des agriculteurs et le pouvoir d'achat des Français. On va parler innovation, alimentation de demain. Mais d'abord, on va parler de la vie des entreprises dans un environnement politique qui est instable. On entend aujourd'hui beaucoup les entrepreneurs dire haut et fort qu'ils ont besoin de stabilité. Est-ce que cette recherche de stabilité doit se faire à coup de compromis, par exemple du côté des entreprises, avec une hausse, en acceptant une hausse de la fiscalité, pour essayer de retrouver un petit peu de stabilité? Alors vous le dites très très bien, l'entreprise a besoin de stabilité. Quand on investit dans de la recherche, on fait des investissements à 5 ans ou à 10 ans. Quand on investit dans une usine, c'est un investissement qui est à plusieurs dizaines d'années. On a fêté lundi le centenaire de notre usine de Bailleul. Donc nous sommes dans l'entreprise dans un temps qui est extrêmement long. L'entreprise est aussi complètement dans la cité. Donc l'entreprise joue un rôle absolument essentiel en termes de formation, en termes de création de la valeur qui est la source du partage de la valeur. Et c'est quelque chose que Danone fait depuis toujours. Le cœur du cœur de Danone, c'est bien sûr la santé par l'alimentation, mais c'est aussi l'héritage d'Antoine Riboud, qui est un double projet, qui est à la fois économique et social. Donc c'est performer et le faire de manière responsable. Mais alors quand il y a, comme en ce moment, une bataille politique qui appelle des compromis, c'est vrai, où il va falloir faire notamment des arbitrages budgétaires, et on parle de plus en plus d'une hausse de la fiscalité. Est-ce que, par exemple, ça c'est quelque chose qu'il faut accepter pour que la vie politique et la vie du pays puissent se dérouler de façon un peu plus apaisée? Alors, peut-être plusieurs réflexions sur la question. Au-delà du fait que le chef d'entreprise n'a pas vocation à parler de politique, mais plus d'économie. Là, je vous parle de principe, en fait. La base de l'entreprise, c'est le compromis. Dans une entreprise, il y a une direction stratégique sur laquelle tout le monde se met d'accord, et ensuite il y a des points de vue différents, et vous essayez d'arriver à un compromis. Une entreprise, ça crée de la valeur et ça contribue localement à la valeur. Est-ce qu'il faut un compromis? Certainement, il faut surtout de la stabilité dans le très long terme. Le Conseil d'orientation des prélèvements obligatoires l'a indiqué il n'y a pas très très longtemps. Il a expliqué qu'il y avait des impôts de production extrêmement forts en France et qu'il y avait besoin de stabilité. Alors il a expliqué deux choses. Il a expliqué qu'il y a un décalage entre la France et l'Allemagne qui est de 130 milliards. Et il a expliqué que là où dans les pays d'Europe on a des horizons qui sont à 10 ans ou à 20 ans, on a une instabilité chronique en France. L'instabilité n'est pas bonne. Donc un compromis, absolument, ce sera nécessaire pour établir une forme justement de stabilité, à condition que ce compromis débouche sur une visibilité à long terme. Alors, on sent sur ce manque de stabilité une forme d'agacement des chefs d'entreprise sur ces sujets fiscaux. Je vous propose d'écouter Patrick Martin, qui est le président du MEDEF et qui appelle les patrons à se mobiliser. Je glisse au passage que moi, je ne sais pas danser la Zuckmania. Et je n'ai pas l'intention de m'y adonner. Exprimons-nous, exprimez-vous, et sachez-le, nous organiserons, toutes organisations patronales confondues, un énorme meeting dans quelques jours pour dire positivement, pour dire joyeusement ce que nous sommes et ce que nous sommes fiers d'être.
Alors, un grand meeting des grands patrons, est-ce que vous en ferez partie si je ne suis pas à l'étranger, puisque je passe ma vie à faire le tour des 130 pays dans lesquels je suis, j'y serai pour rappeler une chose qui est très importante, qui est l'entreprise est créatrice de valeur. L'entreprise est un lieu de consensus et de dialogue social, probablement d'ailleurs le dernier lieu de consensus et de dialogue social. C'est un lieu de projet. L'entreprise a un rôle extraordinairement positif dans la cité. Et c'est quelque chose qu'il faut réaffirmer de manière extrêmement forte. Est-ce que vous pensez que dans la situation dans laquelle on est, on pourra redresser les comptes de la France sans toucher à un moment donné au système social français, qu'on dit très généreux? Enfin, il y a une littérature très abondante là-dessus. La population vieillit. Il y a une réforme des retraites, c'est très compliqué de la faire accepter. On parle de réduction de soins, enfin des coûts de la santé. Je pense que la première étape, au-delà de telle ou telle mesure, c'est revenir à un débat qui est factuel et qui est ancré dans la réalité. Si, quand on dépense 100, on emprunte 46, ça n'est pas un modèle qui est durable. Et ce n'est pas un modèle qui est durable pour le pays, ce n'est pas un modèle qui est durable pour l'entreprise. Puisque à un moment, ça a un effet à la fois sur les taux de crédit des entreprises et sur la pression qui est mise sur les entreprises. Donc je pense que la première étape, qui est une étape extrêmement importante, c'est factualiser le débat et sortir de positions qui peuvent se comprendre parce qu'à un moment on est dans la négociation, pour rentrer dans des faits. Et les faits... C'est un peu ce qu'avait fait François Bayrou, en disant voilà les chiffres, la dette c'est ça, ça nous coûte tant. Je pense qu'il y a une vertu là-dessus à la répétition, et je pense qu'il y a une vertu aussi à des faits simples. Si vous dites, pour dépenser 100, on emprunte 46, n'importe quel ménage sait que ça n'est pas possible. Est-ce qu'on coupe le budget de la France de 40 milliards ou est-ce que factuellement on augmente la dépense seulement de 20 milliards? C'est deux approches différentes et sont deux pédagogies différentes. Je pense qu'il y a un vrai travail de pédagogie, il y a un vrai travail de négociation, à ce qu'on fait dans le dialogue social tous les jours en entreprise, de façon à arriver à des solutions qui sont des solutions généralement de bon sens, généralement de compromis. Justement, Danone a cette particularité-là d'avoir un double modèle économique et social qui a été théorisé par Antoine Riboud en 1974. C'est aux entreprises aujourd'hui de jouer ce rôle-là dans la société et d'impulser les changements de société? Alors je pense que l'entreprise a un rôle dans la cité et je pense que le chef d'entreprise a un rôle dans la cité. L'entreprise, c'est un endroit qui est absolument unique. C'est un endroit qui est bien sûr créateur de valeur et on ne peut pas redistribuer de la valeur si on n'en crée pas. Mais c'est un endroit qui est une société, un corps social. C'est le seul endroit aujourd'hui où on arrive à encore faire... C'est un des rares endroits où on fasse société. C'est un endroit où on apprend, c'est un endroit où on partage. C'est un endroit où des gens qui sont extrêmement divers d'opinion, de religion, de background, construisent ensemble quelque chose pour le futur. C'est un endroit où on apprend à la fois le compromis et la constance dans le temps. Donc l'entreprise, est-ce que l'entreprise a un rôle dans la cité? Oui. L'entreprise est un facteur de stabilisation aussi. Il n'est que de voir l'image des chefs d'entreprise par rapport à l'image d'un certain nombre d'autres acteurs. Qui s'améliore par rapport aux hommes politiques. Oui, mais parce que quand vous travaillez dans une entreprise, vous êtes au quotidien dans du dialogue, vous êtes au quotidien dans de l'apprentissage, vous êtes au quotidien dans du projet, vous êtes au quotidien aussi dans de l'écoute, dans du dialogue, du compromis. Donc vous bâtissez quelque chose dans le long terme. L'entreprise est c'est une aventure extraordinaire et c'est un corps social extraordinaire. Alors je disais tout à l'heure, vous vous trouvez dans tous les frigos, quasiment dans les frigos de tous les Français. Vous êtes donc un bon thermomètre pour évaluer la consommation en France, l'état de la consommation, l'état j'allais presque dire, du moral des consommateurs. Alors, on vient d'en parler, l'ambiance n'est pas toujours, est un peu morose. Qu'est-ce que vous constatez, vous, en ce moment? Alors, Danone a cette chance extraordinaire qui est d'avoir des produits qui sont liés à la santé pour la plupart, et donc des produits qui ont une raison d'être qui est très très différenciée. Donc, ce qui nous rend beaucoup plus résilients dans... Quoi qu'il se passe,
On mange des yaourts Danone. Si vous n'avez pas le moral, je vous invite vivement à prendre une danette. Ouais. C'est délicieux. C'est vrai. Pour entretenir votre microbiome qui est au cœur de toutes les pathologies, je vous invite à prendre un Activia. Et si par malheur vous n'allez pas bien, on a des produits absolument formidables. Mais entre-temps, la meilleure hydratation, c'est l'eau d'Évian. Donc on est au cœur du cœur de la consommation. Alors où se trouve aujourd'hui la consommation en France ? De manière surprenante, la consommation ne se porte pas trop mal en France. Le grand défi de la France, c'est beaucoup plus l'industrialisation que la consommation. Alors c'est une consommation qui est très très diverse. Il y a des secteurs qui se portent bien, d'autres secteurs qui se portent moins bien. C'est une consommation où, dans certains domaines, il y a un décalage entre la réalité de ce que le consommateur paye et la réalité des prix. L'alimentaire, et je suis sûr qu'on y reviendra, les Français ne payent pas le vrai prix de l'alimentation. On parle beaucoup de pouvoir d'achat, effectivement. Est-ce qu'il faut continuer à baisser les prix ? Vous allez entamer des discussions avec la grande distribution. Comment on arbitre entre cet impératif effectivement rémunérer les agriculteurs et de préserver le pouvoir d'achat? Il y a deux questions. Si vous regardez factuellement, le pouvoir d'achat s'est stabilisé ou augmenté ces dernières années. La perception est très très différente. La perception est très très différente, en partie parce que les dépenses contraintes, des choses qui sont prélevées directement sur votre compte en banque, l'électricité, le téléphone, mais aussi votre service de musique, fait que le disponible en cash s'est réduit et donc que la perception est une perception de pouvoir d'achat qui descend. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a des gens qui ont un vrai problème de pouvoir d'achat, mais il y a une vraie différence entre la perception et la réalité. L'alimentation et le prix de l'alimentation. Quand vous vendez une baguette à quelques centimes d'euros, une bouteille de Côte-du-Rhône à quelques centimes d'euros, pour faire venir des gens dans vos magasins, afin de pouvoir vendre autre chose, en fait, ce que vous faites, c'est d'une part, vous cassez complètement la perception de la réalité des prix de l'alimentation, vous créez un modèle qui n'est pas durable pour les agriculteurs, et vous mettez en cause la souveraineté alimentaire du pays. Si les agriculteurs ne peuvent pas gagner convenablement leur vie, et si il faut s'attendre à ce que les agriculteurs vendent leur production au prix d'agriculteurs qui ont des réglementations, des structures de salaire, des structures de revenus radicalement différentes, vous entraînez la totalité de la filière vers le bas, ce qui est un réel problème. Alors c'est un truc sur lequel Danone est extrêmement engagé. Oui, parce que vous avez effectivement l'amont agricole et l'amont laitier, qui est votre fournisseur premier. Alors on a été extrêmement pionnier en la matière, en concluant des contrats de long terme avec les agriculteurs, en rémunérant ou en surrémunérant les pratiques d'agriculture régénératrice, en aidant les jeunes agriculteurs à s'installer, à la fois en finançant leurs investissements, mais aussi en finançant des choses qui sont extrêmement importantes, qui sont les vacances des éleveurs. Oui. Donc en leur trouvant un remplacement. Donc on est dans une logique qui est une logique de très long terme, parce que si vous n'avez pas d'agriculteurs, ou s'il n'y a pas d'agriculteurs en France, vous n'aurez plus de nourriture en France, vous n'aurez plus la qualité de l'alimentation qu'on a, vous n'aurez plus les paysages qu'on a, vous n'aurez plus la stabilité sociale que nous avons. Est-ce que vous parlez des agriculteurs, qui ont été beaucoup aidés par le gouvernement, enfin qui ont beaucoup manifesté, qui ont été aidés par le gouvernement, est-ce que vous pensez que l'État fait suffisamment aujourd'hui? On parle du Mercosur, vous parlez de la concurrence déloyale avec des produits moins disants d'un point de vue environnemental. Est-ce qu'on fait assez? Alors je pense que l'un des grands soucis, et je viens d'une région agricole, l'un des grands soucis des agriculteurs, c'est les laisser faire ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent faire, qui est l'agriculture. Dans mon coin du sud-ouest, les agriculteurs passent beaucoup trop de temps à faire de la paperasserie, ont le sentiment de ne plus pouvoir faire ce qu'ils aiment faire au quotidien. Donc il faut simplifier. Donc il faut simplifier, mais qui est un sujet, général qui va au-delà de l'agriculture. Il y a notamment la concurrence internationale. On reproche beaucoup
à l'Europe, alors ça ce sont les industriels, de ne pas assez protéger ces entreprises. On l'a vu avec l'acier, l'automobile. Est-ce que dans le domaine agricole, est-ce que dans le domaine agroalimentaire, l'Europe protège suffisamment ces entreprises? Alors, je pense que l'Europe, et ça s'applique à l'agriculture comme ça s'applique à tout le reste, je pense que l'Europe est à un tournant. Et je pense que l'Europe est à un tournant à un moment où l'Amérique du Nord affirme de manière très très assertive sa position, et une domination qui est une domination financière au travers du dollar, une domination qui est en partie militaire du fait de sa puissance et de sa puissance technologique, et un moment où la Chine prouve qu'elle est devenue une puissance technologique. Et à ce point de jonction, l'Europe doit revoir son logiciel. Et revoir son logiciel de deux manières. C'est passer d'une Europe qui est fondamentalement une Europe de la régulation à une Europe de la compétitivité. Elle doit réaffirmer ce qu'ont très bien fait et Draghi et l'État, un projet européen qui doit être un projet de souveraineté, dans lequel il y a évidemment la souveraineté alimentaire, dans lequel il doit y avoir une souveraineté technologique, une souveraineté en matière de défense, une souveraineté en matière de santé. Alors, est-ce que ça veut dire, à certains moments, ériger des barrières qui sont des barrières pour éviter une concurrence... Des clauses miroirs, pour éviter une concurrence déloyale, donc des clauses miroirs, des contrôles pour s'assurer que les mêmes standards s'appliquent, certainement. Mais ces barrières non pas comme une excuse pour ne pas se réformer, mais pour créer l'espace à partir duquel on peut se réformer de façon à faire de l'Europe ce que l'Europe devrait être, qui est une formidable machine compétitive. Il y a 450 millions d'habitants, il y a des savoirs qui sont extraordinaires, des infrastructures qui sont extraordinaires. L'Europe reste inefficiente parce que les barrières internes sont extrêmement fortes. Et parce que la concentration est sur la régulation, pas sur la compétitivité. La gouvernance, c'est peut-être aussi un petit peu compliqué, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un point de vue industriel, les Chinois sont en train de tout écraser sur leur passage. Les Américains aussi, dans la technologie, ils ont définitivement pris de l'avance. On se demande un peu parfois ce qui va nous rester. Oui et non, c'est-à-dire que de ce point de vue-là, alors comme chef d'entreprise, je suis nécessairement optimiste, mais je suis très optimiste. Vous voyez... Vous êtes dans 120 pays. Donc... Vous voyez des entreprises comme Mistral, vous voyez ce que fait Helsing dans les drones, vous voyez ce que fait Dassault dans la défense, vous voyez ce que fait Airbus. Donc il n'y a pas de fatalité. On en revient à la richesse de ce qu'apporte l'entreprise. Donc il faut sortir ces barrières. Et Draghi l'a dit de manière extrêmement claire, l'État l'a dit de manière extrêmement claire en proposant le 28e régime, il n'y a plus qu'à l'appliquer. Alors on va voir maintenant ce que Danone fait dans l'alimentaire, puisque effectivement c'est une entreprise bien connue des Français. Aujourd'hui, votre credo, c'est la nutrition médicale. Vous avez misé beaucoup sur ce métier-là et sur la santé. Est-ce que vous êtes encore une entreprise d'agroalimentaire quand on fait... Voilà, des métiers entre la santé, le médical et l'alimentaire. Absolument. Vous êtes ce que vous mangez. Il y a un rapport entre ma santé et mon alimentation. Exactement. On est la santé par l'alimentation. Et ça passe de l'hydratation. Votre corps est fait à 70% d'eau. Ne pas s'hydrater proprement cause toutes sortes de problèmes. Vous hydrater vous permet d'être mieux concentré et de vous porter mieux. Le plaisir fait partie de la santé. C'est pour ça que je parlais de Danette comme un très bon moyen de lutter contre la dépression. Celle au chocolat est très très bien. Et donc vous allez depuis des choses qui ont l'air toutes simples mais qui sont bonnes, saines et bonnes pour vous, à des choses qui sont extrêmement sophistiquées. Un yaourt Activia, c'est extrêmement sophistiqué. Les ferments que vous avez dedans, ce que ça fait au niveau de l'intestin, c'est extrêmement sophistiqué. Et puis jusqu'aux produits médicaux, qui, eux, sont des choses qui vous sont prescrites par un médecin quand vous êtes en traitement oncologique ou quand, malheureusement, vous êtes intubé. Donc, l'alimentation est au cœur de ce qu'on fait, mais une alimentation qui est saine, une alimentation qui est durable, une alimentation qui a un impact positif sur la santé. Avec quelques produits plaisir.
Le plaisir fait partie de la santé. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous intéressent? Aujourd'hui, j'ai dit, vous avez des yaourts, vous avez des produits végétaux, vous avez de la nutrition pour les bébés. Enfin, aujourd'hui, dans votre portefeuille, vous êtes à la recherche de quoi? Il y a beaucoup de marques en ce moment qui vendent beaucoup de... Je crois comprendre que quand des confiseurs vendent leur glace, c'est pas mon métier. C'est plus votre métier. Non, c'est pas mon métier. Vous avez été propriétaire quand même. Danone a été propriétaire longtemps de marques comme ça, mais effectivement. Danone a été propriétaire de Carambar, a été propriétaire de Cronenbourg, a été propriétaire de La Piction. Ouais, mais là, vous cherchez quoi aujourd'hui? Alors, on ne fait qu'une seule chose chez Danone, qui est la santé par l'alimentation. Et on ne le fait que d'une seule manière, qui est ancrée dans la science et au travers des marques, donc passionné par le consommateur et le patient. C'est à la fois extrêmement concentré, et puis c'est un champ qui est extrêmement large. Il y a plein de choses à faire. Toute la science qu'on a en matière de microbiote, toute la science qu'on a en matière de ferments, toute la science qu'on a en matière de lait maternel, c'est une science qui voyage au travers des catégories et qui peut prendre plein de formes différentes. Donc c'est à la fois extrêmement défini en termes de ce que nous faisons et très très large en termes de format. Alors est-ce que je ferai de la crème glacée? Non, je ne ferai pas de crème glacée. Bon. Vous ferez quand même des produits plaisir, comme disait... on se lève tous pour Danette. Vous avez vu Danette et le Tour de France. C'est un truc qui est formidable. Danette, supporter des supporters, comme on l'a été aux Jeux Olympiques. On en reparlera, on y reviendra tout à l'heure, mais vous avez parlé des eaux, qui est un métier sur lequel il y a eu beaucoup de controverses ces dernières années. On a eu des sujets autour de la filtration des eaux minérales, autour du plastique. Est-ce que c'est un métier d'avenir encore? Alors, le métier de minéralier est un métier très très particulier. Très peu de l'eau, c'est de l'eau qui est préservée. On a commencé à préserver l'impluvium d'Évian il y a plus de 37 ans. Et préserver l'impluvium d'Évian, ça veut dire quoi? L'eau d'Évian tombe sur un plateau, à quelques milliers de mètres d'altitude, et elle met 15 ans à passer à travers les Alpes. Ce que vous faites aujourd'hui sur le plateau se verra 15 ans plus tard. Donc, il y a 37 ans, on s'est mis d'accord avec 13 municipalités, 2 qui étaient en bas du plateau, 15 qui étaient en haut, pour préserver la ressource. S'assurer qu'il n'y ait pas de salage des routes. S'assurer qu'il y ait des créations de zones humides, s'assurer que vous ayez un méthaniseur de façon à capturer le lisier, de façon à préserver cette chose magique qu'est l'eau d'Évian, qui est un produit unique, différent, avec des qualités santé qui sont très très particulières. C'est pour ça que les gens allaient prendre les eaux à Évian il y a très très longtemps. Je vais revenir sur ce qui nous attend, parce que Danone, c'est beaucoup d'innovation. Vous avez un grand centre de recherche et d'innovation à Saclay, en France. Absolument. Qu'est-ce que vous nous préparez pour nos assiettes de demain? Alors quels sont les... Il y a plein de choses. Ce qu'on essaye de faire toujours chez Danone, c'est des choses qui ont à la fois un impact positif sur votre santé, soit en prévention, soit en amélioration de la santé, et qui soient faciles, agréables, plaisantes à manger. Des choses qui se vendent. Et c'est tout. Mais si c'est plaisant, vous remplissez ces conditions. Si c'est plaisant à manger et que ça fait quelque chose pour vous qui soit vraiment pertinent, vous vendez. Donc tout le métier, c'est d'arriver à faire ces deux choses-là. Alors ça s'exprime de plein de manières différentes. On vient de lancer dans la partie plaisir, mais avec des taux de sucre qui sont très très bas, de nouvelles variétés de Danette qui sont absolument phénoménales. Vous avez un tiramisu avec moins de 100 grammes de 10 grammes de sucre par 100 grammes. Vous avez un tiramisu, vous avez un Paris-Brest, Danette Paris-Brest qui sont absolument phénoménales. À l'autre bout de la chaîne, on fait des produits de support médical en matière d'oncologie qui sont absolument miraculeux. Enfin, vous aidez les gens à se nourrir à un moment où c'est extrêmement difficile pour eux, à reprendre du poids, à regagner du muscle de façon à mieux tenir les traitements. Produits très protéinés. C'est des produits qui sont à la fois protéinés, plein d'acides essentiels, sur lesquels, parce que vos papilles gustatives sont atteintes, on travaille sur les sensations de froid, de chaleur. Vous arrivez à des résultats absolument extraordinaires. Est-ce que vous travaillez aussi sur des produits pour... aux États-Unis, on voit qu'il y a le phénomène des médicaments coupe-faim qui a un peu coupé l'appétit des Américains. Est-ce que vous le sentez sur votre business et est-ce que vous préparez des produits
justement pour ces gens-là qui peuvent avoir des carences? Alors, une des conséquences des médicaments coupe-faim, c'est que pour un certain nombre de personnes, ça... C'est pas très bon pour quelqu'un qui fabrique l'alimentaire. En fait, c'est très bon pour nous. Et c'est très bon pour nous pour deux raisons. C'est que ces médicaments coupe-faim, quand vous les prenez, souvent vous avez des problèmes intestinaux. Donc un Activia fera le boulot pour vous. Et quand vous perdez du poids, vous perdez de manière indifférente ou indifférenciée de la masse graisseuse et du muscle. Les produits à base de protéines sont exactement ce qu'il vous faut. Pour le muscle. Et ça se voit, le marché du yaourt américain est extraordinairement dynamique. Alors peut-être une dernière question sur vous, Antoine de Saint-Affrique. Pour terminer cette émission, vous avez parlé des JO, du Tour de France, puisque on voit que Danone fait beaucoup de choses dans le sport. On dit souvent que le sport dans une entreprise, c'est le dada du patron. Est-ce que c'est votre cas? Le sport, ce n'est pas mon dada, mais c'est un élément unificateur extraordinaire pour l'entreprise. Quand vous avez Antoine Dupont ou Pauline Ferrand-Prévot qui arrivent avec leur médaille d'or au siège de Danone, vous avez tous les Danoneurs debout sur les tables. On est tous incroyablement fiers d'avoir tous les gens qui se lèvent au bord des routes pour Danone. On est incroyablement fiers de ce qu'on fait avec Antoine Dupont. Avec Antoine Dupont, d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est très, très Danone. C'est à la fois un sportif extraordinaire, quelqu'un d'extrêmement modeste, et c'est quelqu'un qui est ancré dans l'agriculture. On fait des trucs avec lui, on fait du neuf dans les champs avec lui. Et on a lancé un concours sur l'innovation et la durabilité en agriculture, pour récompenser des agriculteurs qui sont extrêmement innovants, à la fois en termes de performance et en termes de durabilité. Donc c'est cette jonction qui est extrêmement satisfaisante. Être partenaire avec Alcaraz, c'est quelque chose qu'on adore, parce que c'est quelqu'un qui est à la fois extrêmement modeste, qui est d'une résilience absolument incroyable, et la combinaison de modestie ancrée dans le terrain, Danone est une boîte qui est ancrée dans le terrain, et résilience, cette espèce de balance, on en revient au double projet d'Antoine Riboud, la balance entre performance et responsabilité. Vous êtes dans la cité, mais vous êtes performant, vous innovez, vous vous transformez, mais vous le faites de manière responsable. C'est l'ADN de Danone. Et le prisme au travers duquel on fait des partenariats avec des sportifs, c'est ce prisme. C'est ce prisme-là. Merci, le temps passe vite, mais cette émission est maintenant terminée. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Antoine de Saint-Affrique. Merci Olivia. Merci Gaëtan. Merci à vous de votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette émission comme toujours sur le Figaro TV ou sur notre site internet lefigaro.fr. À bientôt pour un prochain épisode d'Esprit d'entreprise.